Non, non, non! En Rhône-Alpes, citoyens et élus manifestent main dans la main contre l'extraction des gaz de schiste sur leur territoire. Très tôt, dès octobre 2010, la région s'est mobilisée contre ces projets et en février 2011 a officiellement déclaré son opposition à toute extraction ainsi que son soutien aux collectivités territoriales et aux acteurs locaux qui s'opposeront à l'extraction des gaz de schiste. Et la région s'est très tôt mobilisée dès le mois d'octobre, dès que nous avons appris que ces permis avaient été accordés. Nous avons été les premiers dans ce domaine et je pense que ça a été le signal d'une mobilisation citoyenne très forte. Mais le nombre de manifestants, la présence dans les réunions a témoigné d'une sensibilité exceptionnelle. Et de ce point de vue, ça montre que le processus de décision, la façon dont on prend les décisions dans une société ne peut plus être l'opacité. La société civile et les collectivités territoriales, pour la première fois de concert dans l'histoire sur des problématiques environnementales, se sont saisies du sujet. Et parallèlement, un ensemble d'associations qui se sont mobilisées dans le même temps et qui travaillent avec les maires, au niveau Rhône-Alpes aussi, ont demandé au conseil régional de se mobiliser et éventuellement de trouver des moyens à la fois sous forme juridique, à la fois sous forme financière pour les accompagner. En France, d'un point de vue juridique, c'est le code minier qui régit l'exploitation du sous-sol, ce qui signifie que seul l'État a la capacité légale d'autoriser ou d'interdire toute exploitation. Aux États-Unis, n'importe quel propriétaire de terrain peut louer, concéder son terrain, sans demander à l'État ce qu'il en pense, à des industriels ou à des miniers. En revanche, en France, c'est vrai qu'on est propriétaire de la surface du sol, mais pas de son tréfonds. C'est-à-dire que c'est l'État qui, lui, avec tout son pouvoir, toute son autorité, pourra concéder à telle ou telle entreprise, selon des modalités qu'il aura lui-même déterminées, ce qu'on peut en faire. Nous n'avons pas des moyens juridiques de dire non. Nous n'avons pas de droit sur le sol. D'ailleurs, nous sommes sur un droit régalien de l'État qui n'appartient même pas aux communes dans ce domaine pour s'opposer, pour donner leur avis. Par contre, on a une capacité d'accompagner les mouvements citoyens. Nous l'avons fait, les conseils généraux l'ont fait, les élus locaux l'ont fait, et ce relais que nous avons donné ici, mais aussi sur le plan national à l'Assemblée nationale, au Sénat, a été décisif. Il y a eu faute politique, mais il n'y a eu aucune étude d'impact, aucune enquête publique, aucune information des populations. Comment ne pas alors accréditer l'idée que les intérêts économiques puissants imposent le silence aux citoyens de notre pays. On constate en effet une mobilisation de tous les habitants, on peut dire, dans ces territoires. Cela s'explique par un changement, je pense, profond qu'il y a eu en France entre les politiques des années 50-60, on va dire, qui étaient des politiques d'aménagement décidées par l'État, et une évolution s'est faite vers des politiques reposant plus sur les ressources locales, le développement local, la participation des citoyens. Les territoires ne comprennent pas trop que l'État puisse, ou des grands groupes nationaux, au nom d'enjeux qui dépassent très largement le développement du territoire. Là, on a affaire à des enjeux qui sont des enjeux d'autosuffisance énergétique ou tout au moins de gaz pour quelques années pour la France, mais qui ne sont pas des enjeux directement territoriaux. Et les habitants, les élus ne comprennent plus aujourd'hui que les choses puissent se faire sans eux. Toutes les politiques que nous mettons en œuvre depuis de nombreuses années dans le cadre de la région Rhône-Alpes sont des politiques qui s'appuient effectivement sur un développement des territoires et sur la qualité environnementale de ces territoires, parce qu'on a la chance d'avoir un environnement riche et diversifié en Rhône-Alpes. Donc effectivement, qu'il s'agisse des questions agricoles, viticoles, touristiques, des questions économiques avec les PME et l'innovation environnementale, effectivement, on travaille sur cette qualité environnementale-là. Une qualité environnementale qui risque effectivement d'être fortement impactée par l'arrivée d'une activité industrielle comme l'extraction des gaz de schiste.
Aujourd'hui, je pense que ce qui fait principalement peur aux citoyens, c'est qu'on leur parle de problèmes potentiels qui vont les toucher directement. C'est-à-dire qu'il y a le côté très local et de proximité dans les problèmes, notamment par rapport à l'expérience de ce qui est fait aux États-Unis et au Canada, où les citoyens voient bien que c'est la multiplication des derricks, des allers-retours incessants de camions, une ponction très importante sur les ressources en eau, alors qu'en plus chez nous, en Rhône-Alpes, on est dans des zones où il y a déjà beaucoup d'épisodes de sécheresse qui impactent fortement les agriculteurs notamment. Donc je pense que c'est tous ces éléments, notamment de risques environnementaux, qui font peur aux citoyens. En 2010, le documentaire américain Gazland met en lumière des catastrophes environnementales générées par certaines exploitations de gaz de schiste. Principal accusé, la méthode d'extraction appelée la fracturation hydraulique. Une méthode interdite en France depuis juillet dernier suite à la mobilisation des élus et des citoyens. On a effectivement besoin aujourd'hui de la fracturation hydraulique pour développer ces gisements. Mais bon, on ne va pas tourner autour du pot. Si on interdit la fracturation hydraulique, personne ne va aller s'amuser, essayer de contourner ça en utilisant autre chose. Enfin, on va partir dans des difficultés que personne ne souhaite. La fracturation hydraulique consiste dans un premier temps à forer un puits extrêmement profond d'environ 2500 mètres. Un liquide, appelé liquide de fracturation, est alors injecté à très forte pression pour fracturer la roche, afin de libérer le gaz qu'elle contient. Ce liquide de fracturation est constitué d'eau, de sable et d'adjuvants chimiques, car son objectif est de maintenir les fissures de la roche ouverte, afin que le gaz puisse s'échapper. Ensuite, une partie de ce liquide chargé de gaz remonte à la surface. Le principal risque lié à cette méthode et la pollution de l'eau douce. On a tout d'abord les problèmes d'étanchéité au moment du forage. Lorsqu'on traverse la ressource en eau, on a un risque de fuite et de pollution de cette ressource en eau. Proche de la surface, là où vous traversez ces fameux aquifères, vous avez plusieurs tubes métalliques qui sont assez épais, qui sont épais comme ça, séparés par des couches de ciment. Donc ça, c'est censé garantir l'étanchéité entre votre réservoir et votre puits. Si ce travail-là, il a été mal fait, si pour une raison X ou Y, vous avez un problème de fuite par là, par en dessous, quelque part, là, vous avez un risque de contamination. Il y a des cas où il y a eu des erreurs, et aux États-Unis notamment, tous les cas de contamination dont on nous parle des aquifères liés au gaz de schiste, c'est ça le problème. Ensuite, les produits d'hydrofracturation contiennent des éléments chimiques qui vont être susceptibles de contaminer la ressource en eau. Ces additifs, certains peuvent être effectivement considérés comme des contaminants, d'autres ne le sont pas. Et aujourd'hui, toute l'industrie travaille à faire en sorte qu'il n'y ait plus de contaminants qui soient utilisés. L'idée, c'est effectivement d'arriver à des produits propres, des produits verts, alors ça fait beaucoup rire quand on dit ça, mais de faire en sorte que les produits n'aient pas d'impact environnemental. On a affaire à des eaux qui sont parfois extrêmement salées. On remonte des sels naturellement présents dans les couches profondes, qui contiennent des éléments très toxiques comme l'arsenic, qui en plus contiennent des éléments chimiques qui ont été rajoutés lors du processus d'hydrofracturation. On ne sait pas les traiter de manière simple, je veux dire, avec les procédés qu'on a actuellement. On va peut-être les retrouver en concentration différente, effectivement, mais les principes, les technologies, si vous voulez, elles existent. Donc on sait traiter toutes ces eaux-là. Après, c'est une affaire de coût. À partir d'une eau très polluée, on peut faire une eau très propre, mais ceci nécessite d'avoir beaucoup d'énergie. C'est énergivore et en plus, ça coûte très cher. Autre impact, la quantité d'eau nécessaire pour extraire le gaz de schiste. Un forage demande entre 10 000 et 20 000 mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 4 à 8 piscines olympiques. Pour apporter cette eau sur place, cela nécessite 500 à 1000 camions-citernes qui effectuent 2 livraisons par jour pendant une quinzaine de jours. À savoir que dans le cas de l'extraction des gaz de schiste, plus d'une centaine de puits sont forés, d'où un impact important sur le paysage. En termes d'impact sur les paysages, je pense que oui, l'exploitation des gaz de schiste risque de conduire à un mitage effectivement, du paysage
Et puis il y a une détérioration des écosystèmes, inévitablement. Il y a des questions qui se posent sur l'intensité des séismes ou des micro-séismes qui sont produits lors de la fracturation hydraulique. En fait, les opérations de fracturation hydraulique produisent des fractures minimes, comme le disait Bruno Courbe, et que l'on peut mesurer, qui sont instrumentées dans certains cas, et on note qu'elles ont des magnitudes extrêmement faibles, sont tellement faibles qu'elles sont même en valeur négative. Et de fait, ça veut dire qu'elles sont de 1 à 10 millions de fois plus faibles qu'une secousse qu'un humain peut détecter, peut ressentir à la surface de la Terre. Les risques engendrés par la fracturation hydraulique sont à ce jour bien réels. Même si la réglementation est bien plus stricte en Europe qu'aux États-Unis, le risque zéro n'existe pas et un territoire ne sera jamais à l'abri d'un accident. Malheureusement, si une exploration devait commencer ou une exploitation, que survienne un accident, puisque c'est quasiment un accident environnemental, bien évidemment, on peut tout de suite imaginer la position des groupes en question, puisque c'est celle qu'ils utilisent à chaque fois qu'il y a une catastrophe du style Erika ou autre. Et on peut imaginer très très largement que on aura droit à une expertise qui va durer des années, qui va être polluée entre guillemets par ces groupes-là parce qu'ils ont une grande capacité financière, donc ils vont pouvoir semer un certain nombre de problèmes et d'embûches sur le chemin de l'expert. Ça va durer des années pour qu'eux nous disent ce n'est pas de notre faute, mais c'est parce qu'il y a eu telle et telle chose qui se sont passées sur le terrain. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, les compagnies d'assurance ne sont absolument pas chaudes pour assurer ce type de risque environnemental, parce qu'on ignore complètement les conséquences. Mais peut-on se passer de cette manne économique, de cette ressource énergétique? L'équation à résoudre est la suivante. Pour lutter contre les changements climatiques, nous devons diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'intérêt des gaz de schiste ne semble pas évident, car le bilan carbone de l'extraction reste très important. Le débat a montré qu'il n'y avait pas une opinion réellement partagée sur le bilan CO2 des gaz de schiste. On peut craindre qu'il soit assez mauvais. Ce qui est le plus couramment annoncé, c'est de l'ordre du bilan carbone du charbon. L'association Négawatt, qui regroupe des experts de l'énergie, a construit un scénario de transition énergétique qui répond à l'impératif climatique. On a vu pendant le débat que le scénario Négawatt basé sur la sobriété et les économies d'énergie rencontrait un certain consensus et un accord des participants. Dans le cadre de ce scénario, la consommation de gaz est à peu près constante pendant cette transition énergétique. On n'a donc pas besoin de recourir au gaz de schiste. On peut se contenter du gaz naturel conventionnel. On voit que, en gros, jusqu'en 2045, on va avoir besoin d'autant de gaz que maintenant. La question qui est posée aux géologues, c'est il vient d'où ce gaz? On continue à l'importer à raison de 98% de ce qu'on consomme, auquel cas on l'importe d'où? Et quels sont les risques d'importation de ça? Ce qui serait d'ailleurs relativement amusant, c'est que dans ce gaz importé, il y aurait une partie du gaz de schiste, qui serait effectivement pas fait chez nous, mais fait chez les autres. Ce qui fait qu'on ne fait que reporter finalement le problème au niveau des pollutions. Mettons enfin un peu d'intelligence sur la maîtrise de la demande, sur l'ensemble de nos gaspillages, sur ce qu'on peut appeler la sobriété et l'efficacité. Et ce potentiel, eh bien, il représente 50 à 60% de notre consommation d'énergie d'aujourd'hui à service énergétique quasiment identique. Regardons quelles sont les potentialités. Et elles sont absolument nombreuses. Je rappellerai quand même qu'en France, on a quelque chose de formidable qui est que l'ensemble des 6 grands types d'énergie renouvelable, eh bien, on est parmi, je dirais, les meilleurs d'Europe. En potentiel, en gisement, mais pas vraiment en utilisation. D'un point de vue strictement économique, il y a des intérêts pour la France à le faire, pour le pays. Je pense que quelque part, si on arrive à produire du gaz en France, c'est un intérêt. Maintenant, il faut que tout le monde l'accepte. Donc, pourquoi s'interdire de mener ce débat et d'arriver à convaincre les gens que finalement, c'est peut-être une bonne chose?
Mais il est peu probable que cette exploitation-là crée des emplois. Donc le retour sur investissement n'est pas garanti. Quand nous avons une campagne électorale qui dit « nous voulons défendre l'environnement, nous défendons le principe d'une éco-région », ce n'est pas pour faire le contraire, sous prétexte qu'on aura des ressources financières supplémentaires. Au fond, l'environnement, mais aussi la qualité de vie, mais aussi les valeurs sur lesquelles nous nous reposons, ne sont pas achetables, ne sont pas négociables, ce sont des biens communs, ce sont des biens de l'humanité. Et donc ce n'est pas la question financière qui pourra acheter le silence des élus ou le silence des populations. Suite à la mobilisation des élus et des citoyens, l'État a finalement décidé d'abroger les 3 permis d'exploration des gaz de schiste. Cette décision est une première victoire, mais le dossier est loin d'être clos. En effet, sur les 61 permis actuellement en vigueur sur le territoire français pour trouver du pétrole ou du gaz, 12 concernent des hydrocarbures non conventionnels. La mobilisation des citoyens et des élus n'est donc pas prête de s'arrêter, surtout qu'il est maintenant nécessaire d'obtenir une réforme du code minier pour plus de démocratie et de transparence. À la prochaine! On revient!